Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette première conférence de MGA Conseil et Formation. C'est notre premier live. Je suis content que vous soyez présents aujourd'hui. C'est une conférence qui est organisée avec le partenariat de Amiens Business App, une application qui permet de faire du réseau au niveau local. Et on va parler tout de suite des leviers de la réussite pour le contrat d'apprentissage. Effectivement, moi, je travaille dans ce domaine depuis un peu plus de 10 ans. J'ai fondé et je dirige MGA depuis avril 2021. Et avant ça, j'étais responsable développement dans un centre de formation d'apprentis. Et j'aimerais d'ailleurs vous présenter ça pour commencer, une tendance, l'évolution des effectifs d'apprentis de ce centre de formation dans lequel j'ai travaillé de 2017 à 2021. Donc j'ai pris comme base de référence l'année 2017. Alors, ceux qui ne me connaissent pas pourraient penser que c'est un peu arrogant de présenter les choses comme ça. Ceux qui me connaissent savent que c'est arrogant, mais ils me connaissent, donc ça va. Mais avant que vous me jugiez sur ce que je viens de faire, j'aimerais vous présenter une seconde tendance, l'évolution des effectifs d'apprentis au niveau national. Et ouais. Alors, au-delà du syndrome de l'imposteur et de la claque d'humilité que je dois prendre à ce moment-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'au niveau local comme au niveau national, l'apprentissage explose ces 3-4 dernières années. C'est un véritable succès, c'est un plébiscite. Et d'ailleurs, vous avez dû en entendre parler, que ce soit dans la presse, que ce soit dans les discours des politiques, ou même le dimanche midi à table. Vous aviez l'habitude de voir Kevin, 16 ans, apprenti parce qu'il n'aime pas l'école, et désormais, vous voyez Kevin, 22 ans, apprenti ingénieur, qui se prépare à faire une carrière internationale. Il s'appelle toujours Kevin, mais c'est pas le même Kevin. Alors moi, ce qui m'a surpris en fait dans cette période où je voyais l'apprentissage exploser, c'est que je rencontrais toujours des employeurs, et peut-être c'est votre cas, qui étaient déçus de l'apprentissage. Moi, j'avais des recruteurs qui me disaient, bah, Mathieu, c'est sympa l'apprentissage, mais chez moi, ça ne fonctionne pas. Et du coup, ça m'interpelle. Comment est-ce qu'on peut présenter aujourd'hui l'apprentissage comme un véritable conte Disney, quelque chose de féerique, et pour certains, ça ne fonctionne pas? Eh bien, c'est tout simple. Comme dans tout grand classique Disney, l'apprentissage a ses propres antagonistes. Je ne vais pas dire ses grands méchants, mais presque. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partir à l'aventure avec moi pour aller découvrir qui sont ces antagonistes et ce qu'on peut faire, quelles sont les solutions que l'on peut trouver pour faire de l'apprentissage une réussite. Alors le premier d'entre eux, le premier antagoniste, nous sommes des acteurs économiques, nous sommes des entreprises, nous sommes des centres de formation, et assez souvent, quand on est acteur économique, le premier antagoniste auquel on pense, c'est la finance. Bien sûr, le concept d'apprentissage est sympa, mais chez moi, je n'ai pas les moyens d'y recourir. C'est trop cher pour moi, il y a trop de dépenses. Quand est-ce qu'on pense à des coûts, à des dépenses quand on parle apprentissage? Eh bien, on pense souvent à deux éléments. On pense tout d'abord à la rémunération de l'apprenti et on pense également aux frais de formation. Si on se penche un peu plus près, la rémunération de l'apprenti, comment ça fonctionne? Eh bien, la loi a fixé une grille de rémunération minimale qui est fixée selon deux critères: l'âge de l'apprenti et son année d'exécution de contrat. Ça veut dire que si vous recrutez un apprenti sur un contrat de 3 ans, vous allez le payer de plus en plus cher. Cher, est-ce que le terme est vraiment bien choisi? Vous voyez les rémunérations qui s'affichent, ce sont des pourcentages de SMIC qui vont osciller entre 27% et 78% tant que l'apprenti a moins de 26 ans. Et à partir de 26 ans, l'apprenti, sa rémunération minimale est égale au SMIC. Ce n'est pas non plus une rémunération très élevée. Alors, selon votre branche d'activité, votre convention collective peut prévoir une rémunération plus avantageuse pour l'apprenti. C'est un point à vérifier. Et là, je parle de rémunération brute, donc tous ceux qui ont déjà eu à faire des payes le savent, il y a sur la rémunération brute des charges patronales à calculer. C'est vrai aussi pour l'apprenti puisqu'il a signé un contrat de travail, il est donc salarié de l'entreprise, il y a des charges patronales. Mais il y a dans les charges patronales une réduction des cotisations patronales, une réduction générale. Ceux qui connaissent un petit peu la paye, on l'appelle la réduction Fillon. Et cette réduction, plus le salaire est bas,
plus cette réduction est importante. Donc là, dans le cadre de l'apprentissage, cette réduction vient quasiment annuler le montant des charges patronales, quasiment. Si on prend un exemple, on prend un apprenti médian qui a donc entre 18 et 20 ans, qui est en deuxième année d'exécution de contrat. Je pense par exemple à un apprenti en licence professionnelle. Il va être dans cette case-là. Eh bien, à l'année, charge comprise, sa rémunération va être environ de 9 500 euros. 9 500 euros sur un an, c'est pas énorme. Alors vous allez me dire, c'est quand même 9 500 euros. Tout le monde ne peut pas se permettre, tout le monde n'a peut-être pas 9 500 euros à mettre. Alors, j'allais dire une chance, c'est peut-être pas une chance, mais avec le contexte actuel, le gouvernement a mis en place un plan de relance avec un volet apprentissage qui permet à tous les employeurs privés qui recrutent un apprenti ou une apprentie de bénéficier d'une aide financière pour la première année de contrat. Cette aide, elle est de 5 000 euros pour un apprenti mineur et 8 000 euros pour un apprenti majeur. Ça veut dire que si je reprends mon exemple de l'apprenti en licence pro, 9 500 euros moins les 8 000 euros d'aide, ça revient à 1 500 euros à l'année, 125 euros par mois, moins qu'un stagiaire. J'ai l'habitude de prendre comme unité de référence le stagiaire. En plus de ça, on peut avoir des situations spécifiques, un apprenti en situation de handicap, ou dans le cas du VTE, le volontariat territorial en entreprise, des aides qui viendraient s'ajouter à ce plan de relance. Bref, si notre ennemi c'est la finance, on se rend compte que ce n'est pas à cause de la rémunération. Je le disais tout à l'heure, le deuxième point de dépense concernant l'apprentissage, ce sont les frais de formation. Vous le savez sûrement, un apprenti ne paye pas ses frais de scolarité. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que l'apprentissage fonctionne si bien dans l'enseignement supérieur et dans les écoles de commerce ou écoles d'ingénieurs, où les frais de scolarité peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros ou plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc pour l'apprenti, ne pas payer ses frais de scolarité, c'est un véritable avantage. Sauf que il faut bien que ces écoles se financent. Et si ce n'est pas l'apprenti qui paye ses frais de scolarité, c'est bel et bien, eh bien non. Je sais que vous avez pensé à dire l'entreprise, mais en tout cas, ce n'est pas l'entreprise directement qui va payer ses frais de formation. L'entreprise va payer tous les ans un impôt, la taxe d'apprentissage. Cet impôt, l'entreprise doit le payer qu'elle recrute ou non un apprenti. Le montant de cet impôt est le même que vous recrutiez ou non un apprenti. Et en fait, l'ensemble des taxes d'apprentissage vont remonter au niveau national, transiter par les opérateurs de compétences, les OPCO, qui viendront prendre en charge les frais de formation, qui viendront financer les centres de formation et les écoles. Alors, point de vigilance là également, certains centres de formation, certaines écoles peuvent vous demander un complément à ce que prend en charge l'OPCO. Ce complément sera sur vos fonds propres. À vous de bien regarder quelle est la formation que va suivre l'apprenti que vous souhaitez recruter. Mais en définitive, on se rend compte qu'en termes de rémunération, ce n'est pas très élevé, qu'il y a une aide financière, une ou plusieurs, que les frais de formation sont pris en totalité ou en quasi-totalité par l'OPCO. Donc, contrairement à ce que pouvait dire un ancien président de la République, notre grand ennemi, ce n'est peut-être pas la finance. Si ce n'est pas la finance, qui c'est? Nous sommes des opérateurs économiques, je l'ai dit, mais nous sommes surtout des opérateurs économiques français. Et nous avons peut-être une spécificité en France qui nous est enviée de par le monde, c'est notre capacité à faire de l'administratif tout le temps. Eh bien oui, peut-être que l'apprentissage ne coûte pas si cher que ça, mais c'est une horreur à gérer. Au-delà de l'administratif, même toutes les règles juridiques de l'apprentissage sont peut-être beaucoup trop complexes. Et du coup, notre deuxième antagoniste, c'est la loi. Et la loi, notamment, au moment de recruter l'apprenti. C'est peut-être ça, finalement, qui est compliqué, où j'ai commencé, moi, en tant qu'employeur, à m'y intéresser, et je me suis perdu dans toute la paperasse. Eh bien, finalement, pas tant que ça. Le contrat d'apprentissage, c'est un contrat normé, c'est un CERFA qui fait une page recto verso. Je ne sais pas si vous avez déjà préparé, rédigé des contrats de travail de droit commun, vous demanderez au prochain avocat spécialisé en droit social que vous croiserez, c'est généralement plus d'une page recto verso un contrat de travail. Donc là, on se retrouve avec un document qui est tout le temps le même, une page recto verso qui en plus bénéficie d'une notice d'utilisation et qui, dans la plupart des cas, va être très remplie
par le centre de formation parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui concernent l'apprenti ou le diplôme. Cerise sur le gâteau, ce contrat d'apprentissage va être vérifié. En effet, quand vous allez le signer, quand l'apprenti va le signer, vous allez devoir l'envoyer à l'opérateur de compétences, votre opérateur de compétences, votre OPCO, qui va enregistrer ce contrat et pour l'enregistrer, il va vérifier que les informations qui y figurent sont bonnes, sont justes. Je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque vous signez un contrat de travail de droit commun, à moins d'avoir un avocat spécialisé en droit social, à moins d'avoir un expert comptable qui a un pôle social et qui vérifie vos contrats, sinon, le moment où le contrat de travail est vérifié, c'est au Conseil des prud'hommes, lorsqu'on est en conflit, et c'est quand même tard pour vérifier un contrat. Là, votre contrat va être enregistré et vérifié. Donc, peut-être pas finalement de barrière à l'entrée. Mais s'il n'y a pas de barrière à l'entrée, ça veut dire qu'il y a des barrières à la sortie. Je peux recruter facilement un apprenti, mais ça veut dire qu'une fois que je m'engage, ça y est, je suis pieds et poings liés, je suis enfermé dans ce contrat et je ne peux plus m'en sortir. Eh bien là encore, c'est une idée reçue. En effet, la loi a évolué sur le sujet et aujourd'hui, il existe plusieurs cas de rupture du contrat d'apprentissage. Le premier d'entre eux, c'est la période probatoire. La période probatoire, c'est un peu comme une période d'essai, ça fonctionne de la même manière et elle dure 45 jours. Mais attention, pas 45 jours calendaires. La période probatoire du contrat d'apprentissage, ce sont les 45 premiers jours de travail effectif en entreprise. Ça veut dire quoi, 45 premiers jours de travail effectif? Ça veut dire qu'on ne compte que les jours passés à travailler pour l'employeur, sur site ou en télétravail, peu importe, mais du coup, on ne compte pas la période de formation, on ne va pas compter les week-ends, on ne va pas compter les arrêts maladie, les jours fériés ou les congés. Donc, si on travaille finalement 5 jours par semaine, ça veut dire 9 semaines de période d'essai. Et si on est sur un rythme d'alternance d'une semaine, une semaine, ça veut dire 18 semaines calendaires de période probatoire. Et 18 semaines calendaires, c'est plus ou moins 4 mois. C'est quand même beaucoup pour un contrat d'apprentissage. Et même au-delà de cette période probatoire, on continue d'avoir des cas de rupture avec la rupture d'un commun accord lorsque et l'employeur et l'apprenti veulent mettre fin, la démission que l'apprenti peut utiliser ou le licenciement pour faute grave, pour inaptitude ou pour exclusion définitive du centre de formation. Bref, vous le voyez, il n'y a pas de barrière à l'entrée, il y a aussi très peu de barrières à la sortie lorsque ça se passe mal ou lorsqu'il faut trouver une solution. Bon, nos protagonistes ont été facilement battus, la finance, la loi. Quel est le problème alors? Eh bien, on peut très bien se dire, eh oui, l'apprentissage, c'est très bien, mais mon apprenti, ça se passe mal. Finalement, c'est ça, le concept d'alternance est quelque chose de très bien, mais c'est avec mon apprenti, c'est le jeune lui-même qui pose souci. Et notamment, un des problèmes principaux, ben, c'est qu'il n'est jamais là. Effectivement, avec son rythme d'alternance, avec ses examens ou autres, moi j'ai l'impression finalement de ne le voir qu'à mi-temps. Alors certes, sa rémunération n'est pas très élevée, mais si c'est pour être là que la moitié du temps, ça ne m'intéresse pas. Alors je suis d'accord avec vous, le rythme d'alternance, les rythmes d'alternance les plus courants sont souvent à une semaine ou un mois, notamment pour les écoles d'ingénieurs. Et on pourrait avoir l'impression, en regardant comme ça, que l'apprenti est présent 50% du temps. Mais en fin de compte, entre les périodes de vacances scolaires où l'apprenti est présent à 100% dans l'entreprise, puisqu'on le rappelle, il y a 16 semaines de vacances scolaires, il y a 5 semaines de congés payés, donc tout le reste du temps, l'apprenti est là à temps plein dans l'entreprise, et avec un cycle de formation qui va s'étendre non pas du 1er septembre jusqu'au 31 août, mais bien souvent première ou deuxième semaine de septembre, jusqu'à quoi? Fin mai, mi-juin. Donc on se retrouve avec une durée de formation qui, en moyenne, par année, va osciller aux alentours de 500 heures. Un salarié de droit commun, je le rappelle, congé payé déduit, travaille 1607 heures. 500 heures de formation sur 1607 heures au total. Votre apprenti n'est pas là 50% du temps, il est là environ 65 à 70% du temps. Bon, très bien. Finalement, l'apprenti est là plus souvent que je ne le pensais, mais quand je vois la qualité de son travail, quand je vois l'absence de maturité finalement de cet apprenti, qu'est-ce que ça change? Je suis d'accord, c'est un apprenti, il a besoin d'apprendre, c'est dans le nom, il a besoin d'évoluer, mais ce n'est pas à l'entreprise de faire son éducation et
on se retrouve avec des apprentis qui vraiment ne correspondent pas aux réalités du monde du travail. Cette remarque-là, on l'entendait dans les années 70-80 lorsque l'apprentissage n'était pas ouvert à l'enseignement supérieur. Cette remarque-là, je voulais même bien l'entendre jusqu'à 2015 lorsque l'apprentissage était ouvert jusqu'à 25 ans. Aujourd'hui, les apprentis peuvent avoir jusqu'à 29 ans révolus, la veille de leur 30e anniversaire, voire dans certains cas, comme les apprentis en situation de handicap ou les sportifs de haut niveau, sans aucune limite d'âge. Ça veut dire que vous avez potentiellement des profils d'apprentis qui ont commencé à travailler, qui ont emmagasiné de l'expérience professionnelle et qui reprennent leurs études pour pouvoir obtenir un diplôme qui leur manque. Donc si l'argument est de dire qu'il manque de maturité professionnelle, il existe des profils qui peuvent répondre à ça. Bon, donc on se retrouve avec la finance qui n'est pas vraiment un problème, la loi qui finalement se gère plutôt bien, et des apprentis où on arrive à trouver le bon profil dont on a besoin. Si ce ne sont pas ces 3 premiers antagonistes qui posent problème, quel peut bien être l'antagoniste? Je ne vais pas dire le grand méchant, je ne vais pas dire le problème, mais finalement, quel est le dernier antagoniste possible? Eh bien, bien sûr, c'est vous-même, c'est moi en tant qu'employeur. C'est nous qui pouvons potentiellement, réduire les chances de la réussite de l'apprentissage. Moi, j'ai l'habitude de dire que dans l'apprentissage, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'avantages, il y a surtout ce qu'on y apporte. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, recruter un apprenti, ce n'est pas une chose simple. Encadrer un apprenti, c'est loin d'être évident, lui transférer ses compétences, ce n'est pas la première chose à faire, ou en tout cas, ce n'est pas la première chose qui est donnée au premier venu. J'ai essayé de lister d'ailleurs les compétences nécessaires pour être un bon maître d'apprentissage. Alors bien évidemment, il faut de la pédagogie, dans quelques cas, il faut de la patience, de l'écoute, du temps, de l'énergie. Il vaut mieux travailler en équipe, avoir les bons outils, être passionné par ce qu'on fait, voire avoir peut-être une stratégie de transmission des compétences. Mais vous le voyez, la liste est beaucoup trop longue et j'en perds le fil. Mais là où je veux vous rassurer, c'est que d'une part, le maître d'apprentissage parfait n'existe pas. Il n'y a que des maîtres d'apprentissage qui font de leur mieux. Et là encore, vous n'êtes pas seul. Il existe des solutions. La première d'entre elles, c'est que vous pouvez être formé à votre fonction, à votre rôle de maître d'apprentissage. Ces formations maîtres d'apprentissage, vous les retrouvez principalement soit auprès du centre de formation où est votre apprenti, soit auprès de votre OPCO, votre opérateur de compétences, qui peut proposer ce type de formation, ou auprès d'organismes spécialisés comme MGA, Conseil et Formation, nous proposons des formations maîtres d'apprentissage. En plus de ça, vous n'allez pas être seul dans cette aventure puisque le centre de formation va nommer automatiquement un tuteur pédagogique qui va pouvoir accompagner bien sûr l'apprenti, mais vous accompagner aussi. C'est un interlocuteur avec lequel vous pouvez échanger sur vos pratiques pédagogiques, sur votre façon de fonctionner. Et puis, je l'ai dit tout au long de cette présentation, votre apprenti est un salarié de l'entreprise. Ça signifie que tous les outils de management, tous les outils de communication que l'on utilise avec des salariés de droit commun peuvent être utilisés avec un apprenti. Je pense au rapport d'étonnement, je pense à la matrice des compétences, je pense aux grilles d'évaluation et aux entretiens d'évaluation. Bref, vous avez devant vous une palette d'outils assez large pour faire de l'apprentissage une réussite. La seule chose que je vais vous demander en finale, à l'issue de cette conférence et la prochaine fois que vous serez en entretien avec un apprenti qui peut-être sera stressé parce qu'il aura peur de ne pas être à la hauteur, rassurez-le et dites-lui que ça se trouve, vous non plus, vous ne l'êtes pas. En étant transparent, en étant honnête, vous allez finalement créer un climat de confiance, de transparence qui va vous permettre de créer de magnifiques projets. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis à votre disposition dans les commentaires de cette vidéo pour répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.